Bonjour, bienvenue à la conférence de l'autisme, la technologie, un enjeu et une force. Einstein a dit « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez la capacité d'un poisson à grimper un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est carrément stupide. » Moi, je m'appelle Mathieu Caron, j'ai 23 ans, je suis barista chez Café Jogène. Je suis passionné du café et du positivisme par mes entrevues atypiques que je donne. C'est ça, donc dans un sens, j'ai été diagnostiqué à l'âge d'enfant. Et puis j'ai eu la chance, effectivement, de grandir en sachant que j'étais autiste, atypique. Donc, c'est ça. Mais puis, à toi, Marie? Moi, de mon côté, j'ai pas été diagnostiquée à l'enfance. J'ai toujours été bonne à l'école, puis j'avais des bonnes notes, une bonne mémoire. Donc, mes parents, ils n'ont jamais pensé qu'il y avait vraiment comme quelque chose d'étrange ou de problème avec moi. Mais j'ai toujours eu un peu des problèmes au niveau social, des conflits avec les gens, dans ma façon de penser, peut-être. Donc, finalement, j'ai été diagnostiquée à 32 ans, donc cette année, en fait, à l'âge adulte. Parce que l'autisme, on va parler plus tard, mais c'est assez mal diagnostiqué, surtout chez les femmes. Donc, c'est ça, moi, je suis surtout passionnée par les chats, apprendre toutes sortes de langages, puis tous les jeux vidéo, comme Beat Saber, surtout, Osu, DDR, tous les jeux de musique. Donc, on va vous parler, qu'est-ce que c'est justement quand on parle du spectre de l'autisme? Parce que ça peut être vague, puis sûrement beaucoup d'entre vous, ce qu'ils ont en tête, c'est le stéréotype, comme du petit garçon qui fait aller beaucoup ses bras, donc un niveau sévère d'autisme. Mais le spectre, il est vraiment large, puis ça enveloppe toutes sortes de gens. Puis souvent, c'est un problème qu'il est invisible, on ne va pas du tout le voir, puis on ne peut pas savoir qu'une personne, elle a ça. Donc, à la base, c'est le cerveau qui fonctionne différemment des gens qu'on dit neuro-atypiques. Donc, c'est tout, quand on pense ou quand on fait des interactions sociales, on dirait qu'il faut toujours que notre cerveau soit en train de penser à tout ce qu'on fait. Donc, c'est quoi le ton de ma voix quand je parle? C'est quoi le contact visuel que je fais avec les gens? C'est quoi que je fais comme mouvement avec mes mains? Est-ce que j'en fais trop? Moi, des fois, j'en fais trop. Là, il faut que je me dise « Oh non, là, je bouge trop les mains. » Puis c'est ça, donc il y a ma thérapeute, elle m'avait donné une bonne analogie. Elle disait, les gens neuro-atypiques, quand ils ont une conversation ou des interactions sociales avec des gens qui sont normaux ou pas sur le spectre de l'autisme, elle disait, c'est un peu comme si notre cerveau est en transmission manuelle, comme une voiture, tandis que les autres sont en transmission automatique. Donc nous, il faut comme penser à toutes les petites choses, toutes les inputs, toutes ces choses-là que j'ai nommées avant, tandis que pour certains gens, ils peuvent juste se baser sur leurs instincts, puis ils n'ont pas vraiment à penser à toutes ces choses-là. On va vous nommer vite quelques traits comme ça que peut-être vous ne savez pas. Oui. Je pense que tu as oublié de dire la voiture manuelle et automatique. L'exemple. Oui, je l'ai donné. Ah, OK, pardon-moi. Pas de problème. C'est parce que là, je m'imagine comme s'il y a des citrouilles devant moi. Fait que c'est quand même une de mes premières conférences, effectivement. Donc, moi, j'ai continué avec les traits, effectivement. C'est pas en général tous les autistes qui vont avoir tous ces points-là, mais ça va être principalement... on peut comprendre le deuxième degré, on va avoir un contact visuel extrêmement difficile. On va aussi avoir souvent coupé la parole et très souvent. Donc ici, on est trop honnête. On est considéré comme manque de tact, des fois. On a aussi des intérêts très spéciaux variés, comme le petit pingouin dans Atypique, le film de Netflix, la série, je veux dire. Puis on a des attentions particulières trop aux détails. On a besoin important de routine. Et on doit sentir bien la répétition et ainsi de se sentir très utile. À toi, Marie, tu veux-tu parler des sensibilités sensorielles puis le Oui, donc il y a beaucoup aussi de gens qui ont de l'hypersensibilité sensorielle, que ce soit avec la texture ou le goût de la nourriture, que ce soit la lumière, les sons ou tout ce qui est sensoriel. Donc des fois, les vêtements, comment ils sentent sur nous, c'est trop rugueux, trop serré. Puis le stimming en anglais, sinon comportement autostimulation. Beaucoup, par exemple, des tics nerveux ou c'est ça, par exemple, le stéréotype de la personne qui fait aller ses bras, c'est ce qu'on appelle un comportement d'autostimulation. Des fois, ça peut être juste faire aller la jambe.
Moi, par exemple, quand j'ai une robe avec comme des grands volants au panneau, je suis toujours en train de faire ça avec. Puis je m'en rends pas compte des fois. Ou des tics nerveux, je sais que je cligne beaucoup des yeux, moi, des fois, quand je parle en public. Mon chum, il rit tout le temps de moi pour ça. Toi, je sais pas quel trait de ça s'applique plus à toi, Mathieu. Moi, effectivement, comme Charles-Emmanuel Parizeau, il connaît très bien moi. Je vais souvent couper la parole. J'ai effectivement aussi m'avoir l'hypersensibilité sensorielle. Et aussi, il y a un niveau lumière. Il y avait un DJ, je me rappelle, au mois de décembre, chaud au chevreuil. Et puis, effectivement, ça venait me picasser les yeux parce que j'ai l'impression qu'il venait justement comme vraiment. Je pensais qu'il faisait exprès de piquer ça vif sur mes yeux. Là. Là, ça venait, puis là, j'ai fait un petit don, mais puis ça a été fermé à cause de la COVID. Fait que là, aussi, je suis très honnête, je pense considéré comme un manque de tact, comme j'ai dit. Puis toi, Yann? Je pense qu'on est tous très honnêtes parce que de ce que j'ai fait beaucoup de recherches, justement, puis j'ai consulté une psychologue qui était spécialisée dans l'autisme. Puis j'ai beaucoup appris, puis elle disait le cerveau autiste est très factuel, puis très systématique dans la façon de penser. Donc des fois, pour nous, ça fait du sens de juste dire une chose en donnant plein de faits, puis dire là, avec ça qui est comme ça, puis ça, pourquoi tu fais ça? Puis souvent, c'est pour ça que c'est vu comme manque de tact. Donc quelques statistiques rapidement. Présentement, il y a un peu moins de 2% des gens qui sont diagnostiqués au Canada. Mais la thérapeute que j'ai rencontrée, elle me disait, elle est convaincue qu'il y a au moins 5% des gens qui le sont. C'est juste que malheureusement, l'autisme, elle est assez mal diagnostiquée. Je crois que tu avais la statistique. 50% des enfants auront un mauvais diagnostic qui vont leur avoir été attribués, malheureusement. Donc, c'est quand même beaucoup. Puis, encore plus chez les femmes, parce que les femmes sont encore meilleures à ce qu'elles appellent masquer, donc observer les comportements que les gens font dans les interactions sociales, puis juste comme les copier, puis faire semblant que tout se passe bien, même si dans notre cerveau, en fait, ça spinne tout le temps, tu sais. Puis le fait aussi qu'il y a 1 personne sur 4 qui est une femme qui a été diagnostiquée autiste, donc il y en a beaucoup moins, il y a beaucoup moins de recherches qui ont été faites là-dessus, c'est moins bien compris. Les personnes atypiques sont dévouées, précises et minutieuses de leur travail, de chaque petit bug informatique. Et effectivement, je pense que monsieur en avant, il connaît une petite part de ça. Effectivement. Moi, je tenais à préciser que nous autres, on est des personnes qui sont très intègres. On aime l'harmonie, on aime aussi... on a une mémoire phénoménale, on a une bonne observation, on a des attentions très particulières aux détails. Puis on manque de focus, c'est vrai, mais c'est une qualité. Ou au contraire, on est hyper focusé. Moi, hyper focusé. Moi. Faut pas, nous autres, il faut être simple et concret. Je me rappelle d'une fois où est-ce que j'étais au chevreuil et puis il fallait pas que quelqu'un... j'astiquais les verres, j'ai mastiqué les verres ou astiqué les verres. Je sais pas comment on le dit. Mais bref, j'astiquais les verres et puis à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui venait justement toucher à mes choses, il fallait que je reprenne le lave-vaisselle parce que là, ça me buguait parce que je fonctionne comme un cerveau. Pensée critique, ça vient un peu avec la pensée analytique très systématique qu'on avait parlé tout à l'heure. Une bonne résilience parce que souvent les gens vont avoir des stigmas un peu où les gens le savent pas ou juste ça paraît pas, mais des fois on a des conflits avec des personnes, puis ils vont voir ça négativement, ils peuvent penser qu'on a des mauvaises intentions, mais où on peut se faire mettre un peu de côté, se sentir un peu rejeté. Ça fait nous des gens très, très résilients qui vont toujours devoir travailler plus fort. Puis il y a beaucoup de compassion, une grande sensibilité émotionnelle, contrairement à ce que les gens peuvent penser des fois, dire que les gens autistes, c'est comme des roches ou qui n'ont pas de sentiments. Au contraire, on peut avoir énormément de sentiments puis de compassion. C'est juste peut-être à cause de notre façon super méthodique puis systématique de parler ou de s'exprimer, c'est juste pas compris des fois. Donc c'est ça, là, on appelait le panneau un enjeu et une force, fait qu'on a vu les forces, mais ces forces-là peuvent aussi des fois être des enjeux qui nous causent problème dans la vie. Donc on va voir quelques difficultés que ça peut nous apporter justement.
Donc, diplôme de manque de tact, comme je disais, parce qu'on se fait souvent reprocher que la façon dont on livre un message ou la façon dont on dit les choses, c'est trop direct, on manque de tact, ça peut offenser des gens. Et ouais. Donc, c'est important de comprendre que c'est pas parce qu'on a des mauvaises intentions, c'est pas parce qu'on veut blesser le monde, c'est ce qui fait du sens dans notre cerveau, des fois, de juste dire les choses avec les faits tels que c'est, puis c'est tout, de façon super factuelle et directe. Sinon, l'attention aux détails, ça arrive des fois que dans une situation, on accroche sur un tout petit détail qui paraît tellement anodin puis pas important pour quelqu'un d'autre. Puis ils se demandent donc, ils comprennent pas pourquoi pour nous c'est tellement important, mais pourquoi on accroche tellement sur ce détail-là. Mais pour nous, c'est hyper important. Moi, effectivement, l'espèce d'idée derrière ça que Marie, comme quelqu'un va être sarcastique, mettons, mais il va comme nous créer des idées. Et ce qui va arriver, c'est que ça va faire boule de neige, boule de neige, boule de neige. On va se faire des idées avec ça, ça va grossir. Et effectivement, ça va venir vraiment nous bouleverser un petit peu. Puis, souvent, on peut être vu comme étant trop rigide. Les gens peuvent nous dire « Pourquoi vous êtes aussi rigide sur certaines choses? » Par exemple, tout ce qui est règlement, puis les conventions dans des places. Tu sais, depuis le début de la pandémie, ils ont installé des flèches un peu partout dans les magasins, les épiceries. Puis moi puis mon chum, on allait toujours à une pharmacie, puis même, il n'y avait personne le jour. Puis moi, ça m'achalait tellement quand mon chum voulait passer dans une rangée dans le sens inverse des flèches. Pour moi, c'est comme non, on peut pas, ça fait aucun sens. Mon cerveau refuse. On va pas passer à l'envers. Il y a une flèche qui dit que c'est dans ce sens-là. On va aller dans l'autre rangée. Je sais pas si toi, tu as des exemples aussi, Mathieu. Moi, j'ai un gros manque de tact concernant mon ancien cours d'informatique que j'avais. Mon ancien cours d'informatique, il y avait mon professeur qui m'expliquait c'était quoi le binaire. Et moi, comme un con, j'ai dit que ses explications, c'était bidon. Et donc, j'aimais pas vraiment du cours la façon qu'il me l'expliquait. Fait que j'ai été voir sur Internet, sur YouTube, puis en faisant pause, reculer, j'ai été voir, puis je comprenais mieux la personne qui le disait sur Internet, en étant autodidacte, que la personne carrément qui, me l'expliquait, là. C'était un professeur, là, tu sais. Donc, c'est un bon exemple, justement, de tous les traits qui peuvent être autant des qualités que des défauts dont on vient de parler. Bon, donc, la technologie est dans tout ça, puis tout le domaine de l'informatique. Comment ça rentre en jeu dans notre conférence aujourd'hui? Bien, moi, comme je vous avais vu au début, ça fait depuis 2010 que je suis dans le domaine de la programmation, programmeur analyste de carrière. Puis même avant ça, j'ai étudié au cégep puis à l'université en informatique. Puis j'ai été quand même chanceuse de tomber dans ce domaine-là parce que c'est un domaine où j'ai réalisé au fil des années, il y a énormément de gens qui sont sur le spectre. Puis j'ai commencé à penser cette année, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Puis je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans les emplois en informatique ou en programmation qui sont très bénéfiques puis qui fonctionnent vraiment bien avec le cerveau atypique. Donc, on va voir un peu justement, pour la job de programmeur, par exemple, toutes les qualités qu'on parlait tout à l'heure, bien, c'est toutes des qualités qui font d'une personne un bon programmeur. Donc, d'être capable d'avoir une bonne pensée super analytique puis critique, toute pensée avec juste les faits, avoir une bonne attention aux détails, être capable de voir tous les petits détails quand on essaie de trouver un bug peut-être dans du code. Un bon focus puis une bonne mémoire aussi, c'est vraiment important. Donc, toutes les soft skills qu'on appelle, qui sont essentielles à un programmeur, c'est beaucoup des choses qui sont justement les qualités de gens autistes. Pour un petit exemple, on a mis ici justement des emplois qui se cadrent bien avec le cerveau atypique. Donc, dans la première catégorie, j'ai mis ensemble tous les jobs un peu, ce qui est beaucoup le cerveau analytique, qui aime ça beaucoup tout analyser, penser. Donc, le travail de programmeur, comme moi je fais, un travail en cybersécurité, les scientifiques de données, qui sont ceux qui analysent tout comme le big data ou les données de compagnie. Sinon, pour les gens qui sont plus artistiques, tous les travails dans le montage vidéo, montage photo, dans le VFX
ou bien en animation 3D, ça peut être vraiment bien pour aller chercher leur côté super créatif. Pour les gens aussi qui sont plus un peu solo, qui aiment ça juste penser seul puis pas trop interagir, un job juste d'entrée de données qui peut être assez répétitif, mais ça peut fonctionner super bien avec certaines personnes qui adorent justement la répétition, comme Mathieu disait. Effectivement, avec une routine simple et concrète, quand on peut se rendre utile, et quand on peut se rendre utile, je parle par là qu'on doit être utile dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on veut appréhender aussi. Oui, donc un job en entrée de données, ça peut être vraiment gratifiant à ce niveau-là. Effectivement. Sinon, de la recherche en sciences et technologies, donc écrire des articles de recherche ou faire de la recherche, ça peut être vraiment bien. Sinon, la quatrième catégorie que j'ai mise, c'est les gens peut-être qui sont plus sociaux puis qu'eux, ils aiment ça interagir avec le monde. Ils aiment ça avoir des contacts avec les clients. Comme un job de technicien informatique, donc réparer des ordinateurs. Tu as un contact avec les gens, puis tu es toujours un peu mis au défi à essayer de résoudre des problèmes puis de réparer les choses. Un analyste fonctionnel dans une compagnie qui est comme la personne qui est un peu le pont entre les programmeurs puis les clients, qui comprend tous les besoins d'affaires du client puis qui met ça en requis sur papier. Ou sinon, un job de conception de site web qui rejoint un peu aussi la portion artistique et contact avec les gens. Donc, c'est tous des emplois, tout le niveau d'informatique qu'on trouve et se cadre bien avec les qualités qu'on a parlé. Oui, c'est ça. Donc, j'avais demandé un témoignage de Juliette le mois dernier, quand j'ai commencé la conférence. J'étais vraiment pas certain dans quoi je m'embarquais. Donc, j'ai demandé à Juliette que vous pouvez lire sur l'écran. Donc, c'est une personne qui a toujours été intéressée par l'aérospatial. Donc, elle a fait des succès. Donc, elle est rendue à l'Université de Sherbrooke. Je peux vous laisser lire, puis après, on va pouvoir passer. Le témoignage de Juliette va être retransmis sur le site Internet Les interviews atypiques de Mathieu Caron. Donc, vous pourriez le lire là aussi. J'encourage nécessairement tout le monde à poursuivre leur rêve, que ce soit qu'on vous sous-estime, qu'on vous dit que vous n'allez pas être capable. Je vous encourage à vraiment foncer, déchirer la porte, même de la défoncer. Donc, tu peux passer, Marie? Oui, puis juste avant de terminer, on vous inviterait aussi tous les gens qui cherchent des ressources. Peut-être on est avec la Fondation des gardiens virtuels, qui est une organisation de bienfaisance, qui a des intervenants en ligne. Donc, on est là pour les gamers, surtout pour tous les gens dans le monde de la techno. Il y a des intervenants pour la cyberdépendance, prévention au suicide. Puis là, on a inauguré une section autisme aussi récemment. Donc, on est actif surtout sur Discord. Il y a un serveur Discord, mais il y a aussi une page Facebook, un site web. Donc, on essaie d'amener plus de awareness, justement, pour l'autisme, puis à quel point le spectre est vague, puis ça englobe beaucoup de gens. On va certainement aussi faire des activités sur ce Discord-là. Oui. Donc, des conférences, des vidéos, d'autres entrevues, peut-être même avec Mathieu. Effectivement. Donc, pour terminer, on a juste la petite vidéo à Mathieu qu'on va vous montrer.